Ce que nous cherchons à faire, c'est ce que les gens avaient fait il y a de cela 200 ans. Nous sommes en 2025. En 1831, avait eu lieu à Lyon la première insurrection ouvrière. De 1938 à 1842, le premier mouvement ouvrier national, celui des chartistes anglais, atteignait son point culminant. La lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie passait au premier plan de l'histoire des pays les plus avancés d'Europe, proportionnellement au développement de la grande industrie d'une part, et la domination politique nouvellement conquise par la bourgeoisie d'autre part. Les enseignements de l'économie bourgeoise sur l'identité des intérêts du capital et du travail, sur l'harmonie universelle et la prospérité universelle résultant de la libre concurrence étaient démentis de façon de plus en plus brutale par les faits. Il n'était plus possible de refuser, ou plutôt de refuter tous ces faits. Pas plus que le socialisme français et anglais qui, malgré toutes ses imperfections, en était l'expression théorique. Mais l'ancienne conception idéaliste de l'histoire, qui n'était pas encore détrônée, ne connaissait pas de lutte de classe reposant sur des intérêts matériels, ni même, en général, d'intérêts matériels. La production et toutes les relations économiques n'y apparaissaient qu'à titre accessoire, comme élément secondaire de l'histoire de la civilisation. Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux Africains pour qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent que seuls les Burkinabés, ou si je peux élargir le champ, les peuples de l'AES, sont en train de faire ce que tous les Africains doivent faire. Malgré que dans ces pays, il y a toujours des nègres de maison. Qui sont prêts à trahir le combat. Pourquoi? Pour quelques billets de dollars, ou pour un voyage à l'étranger, ou je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai confiance à Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de place dans cette société pour les traîtres. Il n'y a pas de place dans cette société pour les traîtres. Il n'y a pas de place dans notre révolution pour les traîtres. Ils doivent être dénoncés, isolés ou éliminés physiquement. Oumyobé avait compris ça. Nous étions encore en 1956. Il avait déjà compris ça. Même Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, s'il était né, n'était qu'un enfant. Oumyobé avait déjà compris ça. Il avait fait adopter au comité central de l'UPC le programme 56 en 6 points. Le 6e point disait qu'il fallait créer une unité de choc. Qui devait exposer tous les profils de ces traîtres-là. Et qu'il fallait les éliminer physiquement. Les gens doivent comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons été en guerre. Nous sommes constamment en guerre. Nous serons toujours en guerre jusqu'à... Je ne sais pas... Non. Je ne crois pas qu'il y aura un moment où nous serons plus en guerre. Parce que nous avons la chance et en même temps la malchance que nous sommes sur le jardin d'Éden. S'il faut emprunter l'expression. Ce n'est pas par hasard. Je pense que la nature elle-même a choisi de faire de nous
les êtres à part. Mais les prédateurs, ceux-là qui n'ont pas eu cette chance que nous avons, et qui passent la moitié de l'année dans la neige, pour survivre, ils doivent venir par les moyens militaires et culturels nous dominer, nous maintenir dans la dépendance et faire comme si c'est eux qui nous apportaient de l'aide, alors que c'est grâce à nos ressources qu'ils vivent, que leur race survit. Mais nous, au contraire, au lieu qu'on prenne conscience et qu'on se batte pour protéger ce qui nous appartient, pour protéger notre race, qu'est-ce que nous faisons? Nous préférons la facilité. On demande de renverser un vieux tyran de 93 ans et ça nous dépasse. Donc, on est incapable de renverser un vieux tyran de 93 ans. Et on croit qu'on peut lutter contre l'impérialisme. Est-ce que ça fait même un sens quand vous y pensez? Si nous, en tant que prolétaires, nous sommes incapables de renverser un vieux tyran de 93 ans, comment pouvons-nous prétendre combattre l'impérialisme? Avec quels moyens? Mais l'impérialiste lui-même, quand il nous regarde, il se moque. Que mais ces gens-là passent le temps à parler de nous, alors que chez eux, ils n'arrivent même pas à renverser un vieillard qui chie dans sa culotte. C'est pour ça que même quand on voyage, on arrive ici chez eux, ils ne nous respectent pas vraiment. Ils ne peuvent même pas avoir de respect pour nous. Même quand ils font semblant de nous respecter, là, c'est pas mon frère. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. C'est l'hypocrisie. Et quand on va se réveiller, il sera peut-être tard. Si on veut avoir le respect, il faudrait d'abord qu'on passe par ce à quoi eux ils sont passés. Eux, ils sont passés par la révolution. Au 19e siècle, ils avaient coupé la tête de leur roi. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont aujourd'hui. Ils avaient tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ils ont résolu ça au 19e siècle. Nous sommes 2 siècles plus tard. On n'arrive même pas à renverser un vieillard de 93 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps sur la toile à se concurrencer, à définir qui est plus éloquent, qui est plus fort, qui parle bien français, qui a fréquenté, qui n'a pas fréquenté, qui est beau, qui est laid, qui est, je sais pas, on est dans des choses qui n'ont pas de sens. Les faits nouveaux obligèrent à soumettre toute l'histoire du passé à un nouvel examen. Et il apparut que toute l'histoire passée, à l'exception des origines, était l'histoire de lutte des classes. Que ces classes sociales en lutte l'une contre l'autre sont toujours des produits des rapports de production et d'échange. En un mot, des rapports économiques de leur époque. Que, par conséquent, la structure économique de la société constitue chaque fois la base réelle qui permet, en dernière analyse, d'expliquer toute la structure, ou plutôt la superstructure des institutions juridiques et politiques, aussi bien que des idées religieuses, philosophiques
et autres de chaque période historique. Engels avait libéré de la métaphysique la conception de l'histoire. Il l'avait rendue dialectique, mais sa conception de l'histoire était essentiellement idéaliste. Maintenant, l'idéalisme était chassé de son dernier refuge. La conception de l'histoire, une conception matérialiste de l'histoire était donnée et la voie était trouvée pour expliquer la conscience des hommes en partant de leur être, au lieu d'expliquer leur être en partant de leur conscience, comme on l'avait fait jusqu'alors. En conséquence, le socialisme n'apparaissait plus maintenant comme une découverte fortuite de tel ou tel esprit de génie, mais comme le produit nécessaire de la lutte de deux classes produites par l'histoire, le prolétariat et la bourgeoisie. Oui. Hugo Chavez est mort en 2013. Aujourd'hui, au Venezuela, il est comment je ne sais pas, il est dans la mémoire des Vénézuéliens, il est comme un Dieu. Parce qu'il avait compris qu'il fallait passer par la révolution, qu'il fallait résister, qu'il fallait rompre le lien avec ces impérialistes-là. Et il avait réussi. Même après sa mort, même si Donald Trump est parti pêcher Maduro, comme les gens ont raconté, comme pour se moquer, une chose à retenir, c'est qu'à la mort de Hugo Chavez, avant qu'il ne meure, il avait demandé à son peuple de soutenir Nicolás Maduro, parce que c'est lui qui va les amener au bon port. Tout le mensonge qu'on va vous raconter sur Maduro ici, c'est bien pour les oreilles des capitalistes que vous êtes, des profiteurs que vous êtes. Mais le Venezuela ne tombera pas aux mains de l'impérialisme, je vous le jure. Je suis plus que certain. Les Vénézuéliens ne se le seront pas fait. Ils vont préférer tous mourir que de laisser les États-Unis contrôler leur pays. Et quand on imagine que l'Amérique du Sud et l'Afrique vivent les mêmes conditions depuis au moins un siècle. Mais quand on regarde le retard que l'Afrique a par rapport à l'Amérique latine, on se pose même la question à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? En conséquence, le socialisme n'apparaissait plus maintenant comme une découverte fortuite de tel ou tel esprit de génie, mais comme le produit nécessaire de la lutte des deux classes produite par l'histoire, le prolétariat et la bourgeoisie. Sa tâche ne consistait plus à fabriquer un système social aussi parfait que possible, mais à étudier le développement historique de l'économie qui avait engendré d'une façon nécessaire ces classes et leur antagonisme, et à découvrir dans la situation économique ainsi créer les moyens de résoudre le conflit. Je suis un marxiste, je l'ai toujours revendiqué. Peu importe les Africains qui viendront me dire que est-ce que Karl Marx était africain? Est-ce que Karl Marx était machin? Est-ce que Karl Marx était riche? Parce que quand vous avez fini de vous faire brainwash le cerveau, c'est ce que vous venez nous raconter. Mais tout comme Félix Roland Moumié, Ernest Wandier et bien d'autres, je suis nationaliste, mais je suis marxiste aussi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut trouver le moyen
de prendre cette doctrine et l'appliquer en tenant compte de nos propres paradigmes, ce sera la meilleure chose. Mais le socialisme antérieur était tout aussi incompatible avec cette conception matérialiste de l'histoire que la conception de la nature du matérialisme français l'était avec la dialectique et les sciences modernes de la nature. Certes, le socialisme antérieur critiquait le mode de production capitaliste existant et ses conséquences, mais il ne pouvait pas l'expliquer, ni par conséquent en venir à bout. Donc, vous comprenez la différence entre le socialisme utopique et scientifique. Le socialisme utopique critiquait le mode de production capitaliste existant et ses conséquences, mais il ne pouvait pas l'expliquer, ni par conséquent en venir à bout. Il ne pouvait que le rejeter purement et simplement comme mauvais. Plus, il s'emportait avec violence contre l'exploitation de la classe ouvrière qui en est inséparable. Moins, il était en mesure d'indiquer avec netteté en quoi consiste cette exploitation et quelle en est la source. Or, le problème était, d'une part, de représenter ce mode de production capitaliste dans sa connexion historique et sa nécessité pour une période déterminée de l'histoire, avec par conséquent la nécessité de sa chute. D'autre part, de mettre à nu aussi son caractère interne encore caché. C'est ce que fit la découverte de la plus-value. Il fut prouvé que l'appropriation du travail non payé est la forme fondamentale du mode de production capitaliste et de l'exploitation de l'ouvrier qui en résulte. Que même lorsque le capitalisme paye la force de travail de son ouvrier à la pleine valeur qu'elle a sur le marché en tant que marchandise, il en tire pourtant plus de valeur qu'il n'en a payé pour elle. Et que cette plus-value constitue, en dernière analyse, la somme de valeur d'où provient la masse de capital sans cesse croissante accumulée entre les mains des classes possédantes. C'est pour ça que je vous ai dit que même le salarié est un prolétaire. Les gens préfèrent parler du salariat et non du prolétariat, mais le salarié est un prolétaire. Mais sauf qu'il se vante de son salaire sans savoir que l'appropriation du travail, qu'est-ce que je dis? Sans savoir que même lorsque le capitalisme paye la force de travail de son ouvrier à la pleine valeur qu'elle a sur le marché en tant que marchandise, il en tire pourtant plus de valeur qu'il n'en a payé pour elle. C'est ça que le salarié oublie. Et que cette plus-value consiste, en dernière analyse, la somme de valeur d'où provient la masse de capital sans cesse croissante accumulée entre les mains des classes possédantes. D'où, après la révolution prolétarienne, il faut directement passer à la dictature du prolétariat, qui est une transition vers le socialisme. La marche de la production capitaliste, aussi bien que de la production de capital, se trouvait inexpliquée. Non, qu'est-ce que j'ai dit? La marche de la production capitaliste, aussi bien que de la production de capital, se trouvait expliquée.
Bonjour, Julio.